Dans ces moments, en fait, finalement, parce que la musique implique tout à coup, comme tu l'expliquais, quelque chose une envolée. En fait, Voilà, quelque tout à fait. chose Voilà, comme on dit que des cœurs s'envolent dans une chanson. c'est aussi le rapport enfin, la musique telle que, voilà. Je crois, notamment ce courant, parle très bien, je crois, vraiment de la musique, il parle de ça, et il y a beaucoup de choses sur, disons, la particularité de la musique, et puis son indépendance par rapport aux images. Et je trouve que c'est très intéressant dans le film, justement, de ce point de vue, de l'utiliser et de l'expérimenter. Et j'ai l'impression, moi, que quand il y a des moments musicaux, les images suivent. C'est-à-dire que tout est finalement... Ah oui, complètement. C'était ce qui s'était... C'est ce qui s'est même passé, parce que pour être précis... on arrive à des choses qui sont, du coup, d'une sens un peu anglais. Quand on voit, par exemple, ce piano qui est au fond, on se dit bien où il vient, parce qu'à la limite, les instruments fabriqués... Tout à fait, alors l'idée, je sais pas si ça passe, ou pas. Pour moi, l'idée, le piano... C'était un truc évidemment qu'ils n'étaient pas censés transporter sur le dos et qu'ils auraient caché pour tout le monde. C'est l'idée qu'il y a quelque chose qui a été laissé là pendant une exode, parce qu'on est dans des ruines, on est dans des ruines. Donc c'est l'idée et c'est en plus sur qu'on appelle ça sur un chariot un peu défoncé. Donc bon, on connaît l'image est sombre, une atmosphère un peu slave, donc on n'était pas forcément tout, mais pour moi c'était typiquement ça. C'était juste disons ce qu'on pourrait appeler le piano abandonné, qui sonne un peu fou. Et en tout cas. Mais toute l'image, tout le travail de la mise en scène, de la composition est en effet en s'envol avec. Et même d'un point de vue précis, si je voulais comme je voulais garder le son direct des prises, et que je répète, mes acteurs n'étaient pas des chanteurs professionnels. Encore une fois, ça rajoute encore une fois cette tension dont je parlais, de cette adrénaline purement musicale, des instruments un peu faux, tout ça. Donc, avant de faire le montage de ces scènes, on a réécouté toutes les prises, avec les musiciens, les ingénieurs de son et tout, et on a choisi les meilleures prises. Et comme je voulais faire du son direct, donc forcément, c'est ça qui a déterminé le choix de l'image. Puisque par exemple, je savais que pour telle chanson, il y avait en gros une seule prise qui était vraiment très bonne pour telle partie, donc je savais que ce serait celle que je prendrais. Je suis pas parti du fait, j'aimerais bien qu'on voit d'abord ça, puis ça, puis ça, parce que sinon, ensuite, j'aurais été obligé de tricher à l'image. Tricher au son, pardon. Mais pour autant, moi, j'aimais évidemment bien que ça donne, par exemple, Axel écrit le scénario, mais c'est par exemple moi qui ai ajouté le fait que le lieutenant se fout à poil et à l'eau dans la première scène. Donc typiquement, ça c'est le genre de truc que je rajoute. Et Axel, par exemple, pour être sincère, n'était pas convaincu au début par le fait vraiment extrême d'avoir pris des chansons qui étaient d'inspiration tellement loin du contexte historique. Et ensuite, quand elle a vu le film, elle aimait beaucoup. Au début, ça lui faisait un peu peur, parce qu'elle avait peur justement que ça passe comme un truc de décalage, ou une volonté de théorie, ou un truc de dandisme, etc. Et pareil, le truc qui se fout à poil, elle me disait, attends, qu'est-ce que c'est, pourquoi il va se foutre à poil et tout. Pour moi, je me disais, encore une fois, je veux dire, c'est toujours un tour de mise en scène, c'est-à-dire, il y a des gens qui s'avancent comme ça. Ils passent la caméra, puis il y en a deux qui sont en arrière-fond qui ont l'air de s'engueuler. D'un coup, ils se mettent à chanter. Ça fait un effet surprenant, parce qu'en plus, ça fait le film dure depuis 20 minutes, personne n'a chanté. Ensuite, on se rend compte que pendant que étaient en retard, les autres ont sorti leurs instruments, puisque quand on repasse au groupe, ils sont en train de jouer, donc il y a à nouveau une sorte de surprise. Et c'est toujours pareil, c'est comment multiplier les surprises, pas au sens d'une sorte de trésor de petites inventions milliardises, d'inventions milliardes, de préciosité, comme ça. Non, je veux dire, pratiquement, le lieutenant, il chante pas, qu'est-ce qu'il peut faire? Je dis, comme il est là à les écouter, et comme en fait il y avait une rivière qui était là, je dis, ce qui serait beau, c'est que les spectateurs ne se rendent pas compte qu'il y a une rivière, jusqu'au moment où, juste par un tout petit panneau comme ça de recadrage, hop, il y aille. Ce qui fait qu'on découvrirait ce qu'il y a de plus beau dans le décor, comme par inadvertance. Et qu'est-ce qui peut le faire aller à une rivière? C'est aller se laver, je veux dire, aller se baigner. Donc c'est comme ça que c'est l'idée, c'est vraiment des trucs par rapport à la mise en scène. Et en plus, évidemment, je pense sur le fait que comme quand on était avec les musiciens, on était en pleine nuit, toujours. Alors que quand on se déplace, on se rend compte qu'en fait c'est la fin de la nuit, qu'on est à l'heure bleue, et que le jour commence à se lever. Donc il y a une sorte de surprise visuelle qui est liée à ce tout petit recadrage dont je parlais, qui est lui-même une surprise de faire arriver de l'eau. Donc c'est un peu comme ça que connaissent les trucs. C'est vraiment des rapports à la question de comment utiliser dans un décor des choses d'espace, des choses comme de l'eau, etc. Ce sont des choses qui se trouvent quand on est sur le terrain. Voilà, moi je fais beaucoup de choses. Moi par exemple mon découpage est essentiellement improvisé à quelques exceptions près sur le moment. Il y a quelques scènes du film qui sont improvisées. Je l'aurais encore fait plus si j'avais eu le temps. C'est vrai que c'était un film, même si j'ai eu plus d'argent que dans les autres, j'ai eu l'impression d'avoir beaucoup moins. Je courais toujours après le temps parce que c'était une beaucoup plus lourde machine et donc c'était beaucoup plus dur de tenir les délais. Un film comme Mods, on était dans un unique décor avec des amis. Et donc voilà, c'est typiquement c'est pour donner un exemple concret de comment se met en place la mise en scène. Et puis en plus, pour être précis, normalement ensuite, quand il va à l'eau, c'est-à-dire on le voit à l'écran, au moment où il se retourne, bon il dit rien parce que j'ai coupé le son, il disait je peux aller me rejoindre, tout le monde va se laver. Et ensuite il y avait une scène où ils allaient tous se laver et où c'était intéressant au sens où évidemment si tu étais stupide, tu pouvais pas aller se laver. Et donc il y avait un truc, il vient de laver. Et vu que le film, je trouve, n'est pas du tout sur le côté d'attendre tous les 3 minutes quand est-ce qu'ils vont voir qu'elle a des petits nichons, quand est-ce qu'ils vont voir qu'elle a pas de zizi, etc. Je trouvais un peu lourdeau de faire une scène qui tournerait autour du fait qu'elles veulent pas se laver alors que les autres y vont, et qu'en plus je trouvais ça plus magique. Je me suis rendu compte ça un terme un peu ridicule, un peu le louchien, mais quand j'ai fait les différents montages des scènes de musique, je me suis rendu compte souvent que quand il y avait dans le même décor quelque chose qui était prévu après la scène de chanson, ce qui était le cas dans plusieurs cas, dans ce cas-là ou même dans la scène des ruines, c'était toujours plus beau qu'une fois que la musique s'arrête qu'on quitte le décor.
qu'ensuite le reste paraissait une sorte de surplace, qu'une fois que la musique avait été finie, on avait l'impression que c'était un tout qui s'était clos et qu'il fallait passer à autre chose. Donc toutes les fois où dans mon film il y avait des choses qui se passaient dans le même décor de la scène de chant, dans la stricte continuité, ce qui était le cas dans la scène des ruines, ensuite il y avait un dialogue sur la notion de film familial, juste après que Pierre Léon a fini de chanter, j'ai systématiquement coupé. Et je pense que c'est la musique pareil qui impose ça, l'idée que la chanson s'arrête, et donc quelque chose qui s'arrête, il faut passer à autre chose, y compris à l'image. Alors pour finir peut-être sur l'image, parce que alors une chose qui était une chose qui était plutôt préméditée pour le coup, c'est celui qui a découvert cette fameuse pellicule Kodak 5299, je crois que c'est ça. Hein. Exactement, oui, c'est ça. On est quand même. Oui, effectivement, j'ai vu ça, mais surtout parce qu'à l'image, il y a un travail absolument somptueux, je dirais. Ah ouais, merci, moi je suis très content de ce qu'a fait ma sœur. Je trouve ça très, très, très impressionnant. Alors, j'aurais quand même un mot sur ça. Bien sûr. Quelles étaient les intentions de couleur? Qu'est-ce que vous cherchez? Bien sûr. Et vous avez un grain, vous avez une lumière tout à fait. Moi, je suis très content. Je suis très content de la lumière du film aussi. Vraiment hyper content. C'est les trucs dont je suis le plus content. Donc, c'est ma sœur, la chef opératrice. C'est une Boson, qui est chef opératrice pour pas mal de gens, qui fait les films par exemple de Tony Gatliff, de Jean-Paul Sivera, qui fait les films de Georges Fitoussi, qui dernièrement, elle va faire le prochain film de Cédric Kahn, elle avait le film de Daniel Arbide, enfin bon, je passe, mais bon, elle est plus jeune que moi, elle a 2 ans et demi de moins que moi, c'est moi l'aîné, mais elle a plus d'activité que moi, cinématographique. Elle a toujours été passionnée, elle, par l'image. Quand j'étais jeune, par exemple, moi j'ai toujours été un peu cinéphile, elle était à fond dans la photo, elle a fait des expositions de photos quand elle était encore au collège, je crois, comme ça, quoi. Elle était assez douée, je pense, pour tout ça. Donc, pour revenir au film. Ce que je vais dire ne vaut que pour le film, bien sûr. Et d'ailleurs, je tiens à dire que la plupart des choses que je vous ai dit là, c'est vraiment a posteriori. Quand j'ai fait le film, que ce soit au moment de l'écriture ou au moment du tournage, et même si c'est ça qu'il a écrit, j'avais très peu d'idées, et je prétends pas être comme ça une sorte de grande brute instinctive qui fait tout hasard. Mais en fait, voilà, j'avais pas tellement de théorie. La plupart des choses qui sont venues, c'est comme moi j'ai fait un peu de critique, c'est à force de voir le montage et à force de voir le film fini. Parce que ce que j'aime pas, c'est comme je fais beaucoup de débats en ce moment, c'est les cinéastes qui vont en débat et qui répondent à toutes les questions, je sais pas, ça me touche, je sais pas, ça me touche, je sais pas, ça me touche. Je dis, si on va voir le public, il faut qu'on assume le fait qu'on a des choses à lui dire. Donc ensuite, c'est vrai que je me suis pas empêché de réfléchir à mon film presque comme un critique. Et donc tout ce que je vous disais, en fait, 80% des trucs que je vous ai dit, c'est pas des choses dont j'étais conscient au moment du tournage, etc. C'est plus des interprétations que je me suis donné après coup, quoi. Voilà. Et donc, par contre, ça, j'en étais conscient avant. C'est pour ça que je vais faire cette parenthèse sur la lumière. Donc je trouvais que par rapport au film que je voulais faire, ce qui n'était pas le cas pour un autre genre de film, la lumière des pellicules actuelles françaises a quelque chose de trop dur, des couleurs trop contrastées, un piqué trop net, trop défini qui donne un côté hyper réaliste. Ensuite, au niveau des scènes de nuit, des choses qui sont trop sur le clair-obscur au sens moderniste, c'est-à-dire vous avez, par exemple, si vous avez, comme dans Géry de Gus Van Sant, vous avez quelqu'un qui est près du feu, la nuit, donc le feu va être éclairé, ce qui est immédiatement à proximité du feu va être éclairé par le feu naturellement, et tout le reste va être complètement noir. Et moi, j'avais envie de quelque chose qui était plus, non pas une revisitation, un copiage, mais dans une inspiration hollywoodienne, c'est-à-dire où les scènes de nuit sont des scènes de nuit éclairées, évidemment l'éclairage de nuit, mais qui permettent, si vous voulez, imaginons qu'on ait une douzaine de personnes à 3-4 mètres les uns des autres, et bien qu'on les voit tous individuellement, hein, tout en jouant évidemment sur les reliefs, les modelés qui sont induits par la nuit, les ombres, la présence supposée de la lune à tel endroit, la présence éventuelle d'un feu à tel autre, etc. Pourquoi? C'est parce qu'encore une fois, ce qui a été crucial pour le déclenchement, je pense, du film, c'est Objectif Burma les Watch, qui est mon film de guerre préféré de tous les temps, et c'est un film hyper nocturne. C'est un film qui se passe beaucoup la nuit. Et je trouve que c'est ce qui contribue beaucoup à donner au film ce côté discrètement onirique, sans qu'il y ait d'effets, sans qu'il y ait des espèces de super effets spéciaux, etc. Il y a dans le film une dimension un peu romantisme-allemand, un peu onirique de perte dans la forêt, de traversée de territoire, qui est beaucoup emmenée par la présence des nuits. Et donc, en plus, il y a l'idée, moi je vais donc des nuits où on a ce sentiment, comme je disais, de rester tout le temps à l'échelle de la troupe. C'est-à-dire, on n'a jamais de grand plan général où il serait perdu comme des sortes de toutes petites silhouettes indifférenciées dans le lointain, et on a très peu de gros plans non plus. C'est l'idée qu'on a une série B de rester dans une petite unité, petite échelle, comme on parle vraiment d'échelle de grandeur, série B au sens d'une échelle petite, mais à quelle échelle? À l'échelle de la troupe, qui sont une douzaine de personnes, qui ne sont pas mis à la queue leu ou en quinconce, mais qui seraient comme ça disposés avec au plus 3-4 mètres de différence avec les uns. Donc voilà, on cherchait quelque chose qui permettrait à l'image d'être plus douce, moins contrastée, avec un piqué moins dur. Et c'est Aran, le laboratoire avec lequel on a eu la chance de travailler, qui nous a conseillé une pellicule qui n'avait jamais été utilisée pour un tournage, mais qui sert normalement d'intermédiaire en post-production numérique, qu'on appelle la 99, et qui a justement ces avantages-là, en particulier pour la scène de nuit. Elle est plus dure à utiliser pour les scènes de jour, parce que, comme vous l'avez peut-être remarqué, c'est aussi un peu le problème que Romer dans son film. Dans mon film, s'il y a une lumière un peu nue, de soleil uniforme, plat, ça peut donner une lumière un petit peu terne. Mais bon, c'est le cas dans mon film, en plus dans 3-4 plans, je peux le dire, il me semble. Mais bon, et donc cette pellicule, elle était super. Ensuite, évidemment, que des gens utilisent, on verra ce qu'ils en font. C'est aussi, je pense, beaucoup ma sœur. Moi, je suis pas capable d'expliquer exactement. Je lui avais donné un peu des modèles de genre de lumière que je voulais, même s'il y en a quelques-unes qui ne correspondent pas à ce que je voulais. Il y a quelques lumières, comme la première fois que Sylvie Testu intègre la troupe, qu'elle voit la nuit et elle s'y couche à côté de Guillaume Verdier, il y a des sortes de lumières rasantes où on sent trop les directions un peu triangulaires. Moi, je voulais des lumières, si vous voulez,
le plus anti-expressionniste possible, c'est-à-dire on ne sort jamais des directions de ce genre-là avec des ombres très dures, ou même il y a la scène aussi où ils sont tous couchés où Laurent Talon se fait encore insulter et Pierre Léon lui dit il se prend pour un écrivain mais il n'a jamais rien écrit, il n'écrira jamais rien. Et là pareil, il y a des effets de lumière avec je trouve des choses un peu trop dures dans les ombres que ça dégage et aussi dans les directions où on sent trop là. Je voulais faire quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus modelé avec quelque chose qui serait je dirais pas monochrome, mais qui jouerait beaucoup sur un bleu-gris généralisé. C'est ce qu'on sent bien dans le film, d'ailleurs, enfin beaucoup dans les séquences de jeu. Voilà. C'est dégradé, c'est l'ambiance. Et donc voilà, ensuite ça s'est fait avec ma sœur. Et comment elle l'a fait techniquement, je ne serais pas capable de l'expliquer. Mais voilà, c'est surtout les scènes de nuit, moi dont je suis content, très content la plupart. Et bon, le problème, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens qui le verront, hélas, à la télé ou en DVD qu'un truc. Et moi, je trouve que les atouts maximaux de cette pellicule, une fois qu'on a fait un étalonnage numérique, on est obligé de faire tout maintenant en HD, franchement, on aurait pu prendre une autre pellicule, je suis pas sûr que la différence soit aussi grande. Je trouve que ça se voit qu'en salle, en fait, typiquement. Et pas sur le DVD à cause du passage en HD, qui à nouveau donne une sorte de netteté des contours très particulière, qui est par rapport à la vidéo, une sorte de netteté très métallique, on a l'impression que tout est hyper dessiné. Mais bon, c'est une pellicule qui en même temps avait des inconvénients, hein. Parce que typiquement, comme elle était douce, peu contrastée, des couleurs peu saturées, elle est hyper dure à étalonner, parce que bon, je pense que vous voyez ce que c'est l'étalonnage, quand on essaie d'harmoniser les couleurs d'un film. Mais par exemple, si là, il y a un champ contre champ, et puis là, il y a un peu moins de magenta que là, par exemple, on va rajouter normalement un point de magenta, ou un point et demi, ou 2 points. Mais là, c'est une pellicule qui est tellement douce qu'on rajoute un point, ça vire quasiment monochrome, je veux dire, ça vire rouge, quoi. Parce que c'est une pellicule qui est tellement douce, vous voyez ce que je veux dire, qu'elle est presque monochrome, donc ensuite, on ajoute un tout petit peu de truc et toute l'image passe, quoi. Et donc, c'était vachement dur à étalonner, et même à une époque, le laboratoire qui nous avait conseillé de prendre cette pellicule, nous avait demandé de reculer, en fait. C'est l'étalonneuse, avec qui on a fait des tests. Elle voulait pas au début, elle a dit non, ça va être la galère, on pourra jamais raccorder, ça va être des plans où rien va raccorder. Et l'étalonneuse, à un moment, voilà, nous avait incité fortement à abandonner, et puis on a quand même tenu, et je pense qu'on a eu raison, et je suis content de l'étalonnage au final, quoi. Bon, merci beaucoup. Merci à vous.